Le changement. Voilà une réalité qui fait partie de notre quotidien, au travail comme dans notre vie personnelle. Il suffit de regarder un peu autour de soi pour s'apercevoir qu'il n'y a rien d'immuable. L'enfant pousse, devient un adolescent, un adulte. La relation de couple, qui commence dans la passion, grandit, se modifie, se brise parfois. L'état de santé, le nôtre, comme celui de nos proches, change lui aussi, avec ces accidents de parcours qui vont modifier nos relations amicales, nos relations familiales. Le visage du travail change lui aussi. Il y a des emplois qui se créent, il y en a d'autres qui disparaissent, et il y en a d'autres qui se transforment. La vie est changement. Il y a ceux qu'on souhaite, qu'on veut, pour grandir, pour avancer, pour améliorer notre état, ceux qu'on prépare, patiemment ou impatiemment. Le choix d'une orientation, le choix d'un métier, le choix d'un conjoint, d'un emploi plus épanouissant, le choix d'une nouvelle flamme. Mais il y a aussi les changements qui nous sont imposés, ceux qu'on ne choisit pas, ceux qui peuvent provoquer de la peur, de la colère, des remises en question, de l'anxiété, de la démotivation. En un mot, ceux qui peuvent provoquer de la souffrance. Il faut des habiletés bien définies pour rester ouvert au changement, pour accepter le nouveau, pour accueillir l'inconnu et s'en servir comme d'un tremplin, pour progresser dans le changement et non simplement s'y faire. Et ces habiletés-là, les 3 personnes que nous allons maintenant vous présenter les ont développées et elles vont nous en faire profiter. Leurs stratégies vont vous aider à faire un pas en avant si vous êtes à vivre un changement. Elles sont fondées sur la croyance que si on ne peut pas toujours contrôler les événements qui surviennent autour de nous, on peut au moins contrôler notre façon d'y réagir. En d'autres termes, il n'y a personne qui peut diriger le vent, mais on peut toujours ajuster ses voiles et même se servir du vent pour aller là où on veut aller. Voici donc Catherine, Louise et Julien. Écoutons-les nous parler des changements importants qu'ils ont vécus et du choc qui a été le leur. Avant la fusion des 2 ministères, j'étais chef d'équipe. Je travaillais durant de longues heures, j'avais beaucoup de dossiers, mais c'était pas grave, j'étais seule. Le travail me plaisait beaucoup, j'en mangeais. Ça faisait appel à toutes mes habiletés professionnelles. J'avais l'impression de pleinement me réaliser dans mon travail. Puis ma mère est tombée gravement malade. Le cancer. Ça glace, juste d'y penser. Je l'ai accompagnée dans ces dernières heures, en m'accrochant à mon travail. Ça me permettait de reprendre pied. C'est dur de voir quelqu'un qu'on aime souffrir autant. Je continuais à m'accrocher. Je travaillais au max. Je menais tous mes dossiers de front. Quand elle est partie, j'avais tellement de peine. C'était tellement dur à contenir. J'ai dû m'occuper de tout. Je me suis absentée une dizaine de jours du bureau. Le matin de mon retour, je m'en souviendrai toute ma vie. La première chose qu'on m'a dite, c'était que mon équipe changeait de service, que je n'étais plus chef d'équipe, que c'est une personne de l'autre ministère qui était nommée. Ben, croyez-le ou non, j'étais la dernière à l'apprendre et la première concernée. Le choc. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, que ma poitrine explosait. Comment définir cette impression? Je sais pas vraiment. Sur le moment, j'étais pas choquée, pas frustrée, j'étais juste anéantie. C'était trop. En tout cas, plus que je pouvais en supporter à ce moment-là. Je comprenais pas. On me jetait comme une vieille chaussette. Comme ça. La fusion. Fallait répartir les postes. J'avais déjà eu d'autres deuils, d'autres épreuves dans ma vie. Je savais que dans ces circonstances-là, soit on bascule, soit on choisit de se battre pour survivre. J'étais comme une trapéziste entre 2 trapèzes, dans le vide. Parfois, on vit des changements dans notre vie personnelle, mais on se dit au moins j'ai le travail pour me distraire ou pour me réaliser.
Quand Catherine a dit « Je trouvais ça dur de voir ma mère souffrir, mais je m'accrochais à mon travail. Je travaillais au max. » C'est ça qu'elle exprime. Mais quand ça frappe sur tous les fronts en même temps, bien, il y a quelques années, le cancer a emporté ma jeune sœur âgée d'à peine 33 ans. Une artiste, une fille brillante, qui avait tout pour réussir. Je viens d'une famille nombreuse, une famille unie, et on est très près les uns des autres. C'était la première fois que j'étais confrontée avec la perte d'une personne aussi proche de moi. Ça m'a mis en contact avec ma propre fragilité. J'ai vécu des choses très difficiles et des coups durs dans ma vie, mais là, j'avais le sentiment là, que ça suffisait. Puis voilà que mon aînée, ma complice, ma sœur de qui j'étais si proche, m'annonçait qu'elle avait le cancer elle aussi. Pendant 1 mois et demi, je l'ai accompagnée jour après jour. Je passais le maximum de temps près d'elle, tout en continuant à donner mon plein rendement au travail. Pour moi, ce n'était pas un problème puisque ça allait bien au bureau. Le travail, c'était mon élément de stabilité, mon ancrage. Ce travail-là, je l'aimais beaucoup. J'étais à l'aise, je m'entendais bien avec mes collègues. Et surtout, j'avais une belle complicité avec mon patron que j'admirais beaucoup. Pendant ce moment difficile, il me disait souvent « Fais attention à toi, ménage-toi ». Mais moi, je me disais que ma sœur n'en avait pas pour longtemps et que je devais être là pour elle. En plus, au travers de ça, je vivais une relation amoureuse difficile, drainante, là, qui me drainait mon énergie alors que j'en aurais eu tellement besoin. Mais sur le moment, je mesurais mal le tort que pouvait me causer cette relation, puisque j'étais sur l'adrénaline. Et quand ma sœur est décédée, ça a été le choc, un grand choc. Peu de temps après, je suis tombée malade. J'étais absolument défaite, épuisée. Et j'ai dû m'absenter pendant 6 mois dans un congé de maladie. Dans mon milieu de travail, durant mon absence, j'étais loin de me douter qu'il se passait des choses là aussi. Mon patron m'a appris qu'il quittait le ministère et que cette fois-ci, je ne pouvais pas le suivre. Ça, là, ça m'a achevée. Sur le coup, là, j'ai eu soudain l'impression d'être tombée au fond d'un puits. Un puits très profond, duquel il me serait impossible de remonter. Plus tard, lorsque je suis retournée au bureau, tout avait changé. Mon nouveau patron avait amené son équipe avec lui. Et en plus, il ne savait pas trop quel travail me confier. Finalement, il m'a confié un travail avec moins de responsabilités, qui ne faisait pas appel du tout à mes compétences. Je n'avais plus aucun point de repère. Tant de deuil en si peu de temps. Qu'on soit professionnel, fonctionnaire ou gestionnaire, personne n'est à l'abri des changements difficiles à vivre. Voyez plutôt Julien qui nous parle de son expérience. Je suis gestionnaire. Une partie de mon personnel est occasionnelle. Nous sommes en 2000, l'année des concours réservés. Les temps sont difficiles. Une grande tension règne. Je devrais être le messager. Je suis près de mes employés, très concerné par ce qu'ils vivent. C'est dans ma nature. J'aimerais pouvoir les aider. À un certain moment, j'essaie de les mobiliser. Je mets en place différents moyens pour ce faire parce que je pense que dans les circonstances, ça pourrait les aider. Tout ça est mal perçu, à ma grande stupéfaction. On me taxe de favoritisme. Ça dégénère. Plusieurs signent une pétition et la présentent à mon patron. Je comprends mal ce qui s'est passé. Mon patron est embarrassé. Je lui suggère de faire appel à la direction des ressources humaines pour établir un diagnostic de la situation. Il ne veut pas. Il ne veut pas bouger les choses. Il croit que le climat est bien assez tendu. Il propose de rencontrer les employés avec le syndicat pour leur permettre de s'exprimer. Le hic, c'est que moi, je ne suis pas convié. Je n'ai pas l'occasion de m'expliquer.
Je trouve ça injuste. Moi aussi, j'ai des droits. J'essaie de les faire valoir, mais sans succès. On a laissé tout le monde s'exprimer sur ce qui est arrivé. Mais moi, je n'ai pas eu la chance d'exposer ma version des faits. J'ai été mis à l'écart, même si, à mon sens, j'étais le premier concerné. Un jour, mon patron m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Ça a été un choc. J'ai ressenti de la colère. Après tous ces bouleversements, j'étais remis en question. Je me suis senti trahi. J'ai vécu de l'anxiété. Tous les événements sont bousculés dans ma tête. Vous l'avez entendu, leurs changements ont touché autant leur vie personnelle que professionnelle. Catherine a perdu sa mère et son poste de chef d'équipe. Pour Louise, ça a été le cancer d'un être très proche et la perte de responsabilité à son travail. Et Julien, mal perçu dans ses tentatives pour aider son personnel, a dû vivre un bouleversement dans le climat de confiance qui l'entourait. Mais plutôt que de parler de changement maintenant, nous allons parler de transition, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le changement, c'est externe. C'est quelque chose qui arrive. Il est fonction d'un état ou d'une situation. C'est quelque chose qui arrive auquel on doit s'adapter, sur lequel on n'a souvent pas de contrôle et pas beaucoup d'influence. La transition, elle est interne. Elle est donc plus difficile. La transition psychologique, c'est le processus par lequel Catherine, Louise et Julien vont passer pour intégrer les changements à leur vie. Et ce processus se fait en 3 étapes. La rupture, dont on vient de voir l'illustration et qui va faire l'objet de cette première partie, puis la zone neutre, et enfin la réorientation que nous aborderons plus tard. Si vous vivez des changements ou que des gens en vivent autour de vous, c'est important de comprendre ce processus en 3 étapes. D'abord, pour vous situer ou situer les autres. Ensuite, pour bien comprendre que les défis sont différents à chaque étape. La rupture, donc, ou le choc. Étape pendant laquelle le plus difficile, c'est de faire ses deuils, d'accepter que ce qu'on a connu dans le passé ne sera plus là. C'est pas étonnant qu'on résiste au changement. Il n'y a personne qui aime changer de manière forcée. C'est pas pour rien qu'on assiste aussi à ce moment-là à une baisse de notre efficacité au travail ou ailleurs. Si vous voulez comprendre pourquoi quelqu'un résiste au changement, voyez l'importance des deuils qu'il y a à faire. C'est pas facile de faire le deuil de personnes qu'on a aimées, ou encore le deuil de son identité professionnelle, ou le deuil d'habitudes, de comportements dans lesquels on se sentait compétent, le deuil de notre confort finalement. Pas aisé non plus de faire le deuil de la reconnaissance, de rapports sociaux, d'une image de soi ou parfois de valeurs. Les émotions qui accompagnent ces pertes sont variées et une des meilleures choses qu'on peut faire pour une autre personne à cette période, c'est de l'écouter exprimer ses émotions sans juger, d'accepter la réalité de ce qu'elle dit en se rappelant que la perte, elle est subjective. Catherine, Louise et Julien viennent de nous illustrer un des premiers outils pour se faciliter la tâche lors d'un changement. Peut-être plus particulièrement utile à cette étape de la rupture. Et cet outil, c'est de prendre conscience de ses émotions plutôt que de les nier ou de les fuir. De les accueillir, aussi désagréables soient-elles. On l'a dit, personne n'aime souffrir. C'est probablement pourquoi on a le goût parfois de fuir nos émotions paralysantes, de s'en distraire. Ça peut être sain aussi, mais des fois on veut les geler aussi. Et je vous épargne tous les moyens qu'on peut prendre pour s'engourdir. Il y en a qui sont, vous le savez, nettement plus destructeurs que d'autres. Pourtant, c'est un cadeau que la nature nous a fait en nous dotant d'émotions. Ils sont là pour nous supporter, pour nous communiquer de l'information de première main sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour nous signaler de modifier notre action, pour nous signaler de modifier notre perception d'une situation peut-être. Puis bizarrement, quand on cherche à éviter ou à nier ces émotions désagréables, plutôt que de disparaître, elles risquent de s'envenimer. Elles sont un peu comme ce jeune enfant qui veut nous parler, qu'on n'écoute pas ou qu'on ignore. Après un moment, il va attirer notre attention par des moyens détournés, puis si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il va crier, hurler, se rouler par terre, peut-être qu'il va même renverser son verre de jus en plein milieu de notre beau tapis, juste pour qu'on lui accorde notre attention. Nos émotions sont un peu comme ça. C'est des signaux que nous envoie notre corps pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut en tenir compte. Et le prix à payer quand on les évite de façon constante, c'est la maladie physique et psychologique. Alors plutôt que d'attendre d'être réveillé en pleine nuit par un cauchemar ou une crise d'angoisse,
Quand on vit un changement, commençons par accueillir nos émotions, même les plus paralysantes. Bien sûr que ça demande de prendre le temps, de se trouver des moments pour se connecter avec soi-même, loin des distractions, de croire que ça vaut la peine et de développer la croyance qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. Ça peut peut-être exiger de rencontrer quelqu'un qui va m'aider dans un climat de confiance à préciser mes émotions, ce qui les provoque, sans évaluer si c'est correct ou pas, si on a raison ou pas de ressentir cette émotion-là. Si on la ressent, c'est parce qu'on a raison de la ressentir. Alors apprenez à considérer les émotions comme un signal d'action. De la même façon qu'une douleur physique nous invite à prendre soin de notre corps, à modifier notre façon d'agir peut-être, une émotion paralysante devrait aussi nous inciter à nous engager dans l'action. Il est remarquable en effet de constater que tous ceux et celles qui s'engagent activement dans un processus d'amélioration voient leur sentiment d'impuissance disparaître progressivement, puis parfois même immédiatement. Il est sage d'explorer les moyens dont on dispose déjà et peut-être de se mettre à la recherche d'informations, d'outils, de stratégies, de ressources extérieures qui me manquent. Voilà donc le point de départ pour progresser à travers un changement subit. Alors, si vous êtes actuellement dans un changement avec lequel vous avez plus de difficultés, au travail ou dans votre vie personnelle, commencez par décrire les deuils qui vous obligent à faire. Puis identifiez les émotions les plus désagréables ou les plus paralysantes, si vous voulez, que cette rupture provoque en vous. La peur, la tristesse, le sentiment d'être débordé, la déception, la frustration, la confusion, la démotivation peut-être. Et s'il y a plusieurs émotions, prenez celles qui sont les plus importantes pour vous. Prenez le temps de relier cette émotion à quelque chose de précis. Soyez le plus spécifique possible, parce que ce qui provoque une même émotion va être différent pour chacun. Puis l'action à prendre est plus claire à ce moment-là. Enfin, posez-vous la question suivante. Quel signal m'envoie cette émotion?